quand on me propose ce film, c'est Samuel Paty. Vous voyez, il y a une responsabilité. Samuel Paty est rentré dans l'histoire, il est déjà dans les livres d'histoire. Je pense que ce film rappelle ce que c'est que la République, il rappelle ce que c'est qu'une démocratie, il rappelle ce que c'est que la France du milieu et pas la France des extrêmes dont on ne parle que de ça en ce moment. C'est-à-dire c'est un appel permanent à haïr de tous les extrêmes. Hein. Et cette France du milieu, cette France de tous ces gens qui veulent vivre ensemble, enfin la France qui vient de la migration, enfin comme dans tout pays. Et il y a plein de gens qui sont ici et on a envie d'être ensemble, on respecte la République. La plupart des musulmans ont parfaitement compris qu'on pouvait monter les caricatures dans une classe, que c'était ça la laïcité. La laïcité, ça protège des extrémismes religieux. C'est un film de réconciliation qui montre que plein de musulmans dans cette histoire, plein de mamans musulmanes ont soutenu Paty. C'est la réalité, je ne l'ai pas inventé. Et ça, on ne le montre pas assez. Lui, c'est Vincent Garinck, le réalisateur de L'Abandon, présenté au Festival de Cannes. Un film consacré aux 11 derniers jours de la vie de Samuel Paty. Cette histoire raconte vraiment notre époque. Ici, je discute avec lui de la façon dont on réalise un film sur un tel drame, ce qu'il a tenu à montrer, comment il l'a montré, et puis ce qu'on ne montre pas. Quand on fait œuvre de fiction sur des événements réels, par définition, on fait des choix, dans le scénario notamment. C'est quoi les questions que vous êtes posées en termes d'écriture, de pur scénario, pour raconter l'assassinat de Samuel Paty? Il y avait quelque chose de très cinématographique, ça se passe sur 11 jours, il y a quelque chose de l'ordre en termes de dramaturgie, il y a vraiment une espèce d'unité de lieu, d'unité de temps, d'unité d'action qui font que ça produit aussi beaucoup de cinéma. Et moi j'aime les deux, j'aime raconter des histoires vraies, authentiques, qui nous parlent, qui parlent de notre époque, mais on fait aussi du cinéma. Et dans ce film, il y a vraiment les deux. Moi j'aime pas raconter une histoire vraie, entre guillemets, et de raconter n'importe quoi. À un moment, on a envie d'approcher de la vérité. La vérité, personne ne détend la vérité, ce film-là ne détend pas la vérité. Mais en tout cas, on essaie de s'en approcher le plus humblement possible. Samuel Paty n'est pas là pour témoigner, donc du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son appartement. C'était quelqu'un de très pudique, donc il n'appelait pas... ses sœurs ne savaient pas ce qui se passait. Ses parents qui l'appelaient le dimanche, il n'avait rien confié à ses parents de ce qui se passait dans le collège. Il avait gardé tout ça pour lui. Donc du coup, on est obligé de l'imaginer. Les scènes chez lui, sa relation avec son fils, etc. On l'imagine, mais et c'est là que je mets le moins de fiction possible. Je minimise, je le mets juste en présence de son fils. Tout ce qui est dit, c'est de l'impro, le gamin est improvisé. Enfin, voilà, ça c'est une part de fiction. Mais tout le reste, tout ce qu'on lui fait dire dans le film, c'est tiré des mails qu'il a écrits pendant cette crise de 11 jours. Donc c'est quand même très rigoureux. Après, il y a une histoire de point de vue. Là, on est dans une sorte de point de vue omniscient. C'est-à-dire qu'on a tous les événements par rapport à ce qu'on a su avec l'enquête, etc. Cette question de point de vue, c'est-à-dire d'où raconter l'histoire, vous voulez te poser? Bien sûr. Et pour moi, c'est un film choral. J'ai l'impression qu'on se sent très proche de Samuel Paty pendant le film, mais on est proche de lui surtout parce qu'il agit autour de lui et que lui ne voit pas. Il y a quand même une multiplicité des personnages, et je me dis d'un point de vue purement narratif, ça doit être compliqué d'arriver à les faire tous exister. Par exemple, il y a un personnage, alors évidemment, ce n'est pas un personnage, c'est quelqu'un qui existe, est réel, avec un destin dramatique. C'est l'enfant qui désigne à l'assassin Samuel Paty. Finalement, il arrive assez tard dans le film, on le voit finalement à la fin du film. On aurait pu imaginer de le présenter avant. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose? C'est-à-dire comment réussir à faire exister chaque personnage par rapport à son destin tragique? Ça passe par le... Non, il y a plein de personnages, mais on ne sait rien de la vie de la gardienne, on ne sait rien voilà. de la vie d'Emmanuel Berco, de la principale du collège. On ne sait pas grand-chose sur Samuel Paty. Moi, j'ai une écriture assez sèche. J'ai une écriture qu'on me reproche des fois qui fait flipper les producteurs, qui fait flipper tout le monde, parce que ça a l'air froid, ça a l'air... oui, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, on a l'impression que les personnages mais après, quand vous faites quand vous choisissez les acteurs, moi je fais très attention au choix des acteurs, c'est eux qui vont tout d'un coup humaniser ces personnages, qui vont leur donner chair. Et ce petit gamin dont vous parlez, qu'on voit au tout début du film et qu'on voit à la toute fin, et qu'on a un peu perdu de vue entre les deux, il y a aussi cet acteur qui je sais pas, qui est attachant, qui est touchant. C'est plein de personnages, et tous les taux se resserrent, et le film il fonctionne comme ça. Parce qu'on peut vous dire, mais du coup, comment on fait pour rentrer en empathie avec autant de personnages? On connaît assez peu du passé de chaque personnage, ouais. Et donc c'est une volonté de votre part pour vous. Oui, parce que ce serait la fiction. Et moi, je suis sur les faits, et je pense qu'il y a de la dramaturgie dans cette histoire telle qu'elle est racontée, et c'est ça que j'essaie de reconstituer. Mais c'est vrai que
si je commençais à vouloir développer un peu plus les personnages, je commencerais à faire de la fiction, je commencerais à faire des scénarios de scénaristes. Et moi, je dis toujours, je n'aime pas les scénaristes, je n'aime pas les scénarios de scénaristes. Moi, j'aime les faits, j'aime pas raconter des salades aux spectateurs. Et je pense que l'émotion qu'on a, j'en fais l'hypothèse que si ce film est. Enfin, moi, j'ai vu comment sont les gens à la sortie du film, hein, je l'ai vu 3, 4, 5, 6 fois. Là. S'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils sentent que c'est pas du fake, quoi, là, que ce qu'on vient de lui raconter, même s'il y a un minimum de fiction, parce qu'on est obligé, parce qu'on n'est pas omniscient, et qu'à un moment, on est obligé d'y aller, mais ils sentent que voilà, ce qu'on leur raconte, c'est vrai, on leur raconte, c'est pas un film qu'ils viennent de voir, en fait, c'est vraiment une histoire réelle, même si c'est un film. Enfin, il y a un truc comme ça qui fait qu'à la fin, l'émotion, elle est plus forte que si vous commencez à développer vos personnages, comme on vous apprendrait dans une école de scénario. Alors, il faut raconter le background de machin, ça deviendrait scolaire et artificiel. Et j'ai une question sur l'assassin, le meurtrier de Samuel Paty. La première fois qu'on le voit, en fait, il est dans le noir. Il y a une sorte de mise en scène quand même. Il y a un peu d'effet sur la figure de ce meurtrier. Ça, j'imagine que c'est une question pure de mise en scène. Comment on montre le meurtrier de Samuel Paty la première fois qu'il apparaît à l'écran? Ouais. C'est quoi les questions que vous êtes posées là-dessus? C'est un cheminement, parce qu'en fait, quand on fait un film, on ne sait pas, on cherche en mode de recherche permanent, on cherche un film. Moi, j'aime pas quand on dit le réalisateur, il sait ce qu'il veut. Moi, je ne sais pas ce que je veux. En fait, je cherche ce que je pense que doit être le film, et c'est une recherche permanente. Et quand j'ai écrit le scénario, j'ai raconté beaucoup plus son parcours, et puis la contrainte financière a fait que finalement on avait moins de temps, donc il fallait resserrer le temps de tournage, parce que les films français aujourd'hui sont comme ça, on est obligé de resserrer, mais je trouve que quand on est obligé de resserrer, finalement ça aide à aller à l'essentiel, et c'est une contrainte dont il faut vraiment se servir positivement. Et puis après on rentre dans le casting, chaque personnage prend cher dans le casting, et là on voit, et puis je voyais en faisant les essais de Hans Zoroff, donc celui qui assassine Samuel Paty, je voyais que j'avais développé des scènes, on le faisait parler, etc. Mais je me disais, ça faisait faux, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Quand je le faisais parler, ce qu'il disait, c'était pas intéressant, parce que et à un moment, je me suis dit, moins il parlera, moins on le verra. Et puis c'est comme ça qu'est née cette idée de le filmer de dos, de le filmer de manière mystérieuse. Je me dis, moins on le montre, c'est le monstre du film, et j'ai pas envie de savoir ce qu'il pense, en fait, parce que voilà. En tout cas, j'ai essayé, et ça ne m'intéressait pas, et c'est pas ce que j'avais envie de raconter, parce que j'avais envie quand même ouais, on lui donne le moins possible sa parole, et puis la parole de ces gens-là, on la connaît, c'est assez sommaire, et d'ailleurs on a un peu comment ils pensent à travers ce qu'ils publient dans les posts qu'ils publient, etc. On voit comment ils pensent, hein. Et cette pensée-là, on la connaît, et j'avais pas envie de m'appesantir dessus. Oui, en fait, il est caractérisé par rapport aux vidéos qu'il regarde sur son téléphone portable. Il est caractérisé, je pense que, moi, pour tout vous dire, en tant que spectateur, c'est le seul moment où je me suis dit, tiens, il y a un effet. C'est-à-dire qu'il y a un effet où je sens que visuellement, il y a une esthétique sur ce personnage où on le présente comme, je caricature, mais le diable, enfin un côté très sombre, quoi. Oui, très sombre, et moi je me disais, c'était comme ça que je disais, à un moment je formulais ça comme ça, mais c'est le requin des Dents de la Mer. Spielberg, il s'est rendu compte que moins on montrait le requin, plus le film était réussi, enfin, plus on avait peur. Il y a un truc comme ça, je me suis dit, bon, finalement c'est un monstre, c'est le monstre de l'histoire. Et donc il faut le montrer, et voilà, et on l'a montré de manière mystérieuse, finalement c'est appuyé, c'est mis en scène, mais c'est ce que je vous dis, autant le scénario est extrêmement documenté, extrêmement rigoureux, etc. Il y a aussi derrière, on fait du cinéma, il y a quand même une volonté derrière de faire du cinéma, et ça fait aussi partie enfin, on s'inspire de cette histoire, et après on se libère de cette rigueur de scénaristique, après on s'en libère un peu pour quand même faire du cinéma, pour que les scènes soient... Enfin, on voulait faire un beau film, on voulait que le film qui raconte Paty soit un beau film. Il y a une scène qui, évidemment, qui à mon avis vous a pris beaucoup de temps de réflexion, c'est la scène de l'assassinat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre? La violence ne m'intéresse absolument pas. C'est vraiment, vous regardez mes films, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, il faut la montrer. Enfin, il faut trouver le moyen de la montrer. Et c'est en lisant, en me documentant, tout d'un coup, je lis qu'une petite fille était là, dans la documentation vraiment de l'enquête, hein, qu'il y avait une petite fille et qu'il l'a écartée. Le tueur l'écarte, oui, on le voit dans le film. Il l'écarte, et il va à ce moment-là tuer Samuel Paty. J'ai eu l'intuition, là, en lisant ce PV, bah voilà, donc c'est comme ça que je vais m'en sortir pour ne pas le montrer. C'est-à-dire que l'horreur
passe par ce geste de l'assassin qui écarte effectivement une petite fille. Surtout dans le regard d'une petite fille, c'est-à-dire l'immontrable et dans le regard d'une gamine. Quand j'ai lu ce PV, je me dis c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai jamais eu d'autre idée que ça, quoi. Puis je ne pouvais pas en trouver une meilleure. Et donc ça va toujours dans le sens de ce que j'aime faire, c'est-à-dire on est au plus proche de la réalité. On n'a pas inventé cette petite gamine, elle a vraiment existé. Et ça permet de raconter de manière détournée l'horreur. Alors après, ça devient, il faut trouver le casting de la petite fille qui fait ce regard. C'était pas si simple. Ça a l'air d'un plan muet, pas compliqué et tout, mais en fait, il faut trouver la gamine. Donc le casting a été assez compliqué. Je sais pas quel âge elle a cette actrice, mais qu'est-ce que vous lui dites pour jouer cette peur? Alors c'est une bonne question. Je me souviens plus trop, mais comme c'est des enfants et tout, on fait très attention. Est-ce que vous lui expliquez ce qui s'est passé? Alors, je pense que pour tous les enfants, on a pris un soin très particulier avec les enfants sur ce film. Moi, je leur ai écrit une lettre pour leur raconter l'histoire, pour leur raconter ce qu'on voulait raconter, enfin notre message, etc. Et parce que c'est tellement délicat. Et puis on fait faire aux enfants dans le film des choses tellement délicates qu'il fait voilà, on a fait très attention. On a eu un discours même vis-à-vis de leurs parents. Enfin, et d'ailleurs, ils ont tous apprécié cette lettre et ils étaient tous tellement contents de participer au film. Là, on a eu une espèce d'unanimité de tous les enfants, de tous les parents, d'être heureux, même si on leur fait faire des choses terribles dans le film, de participer à ce film. Et donc la petite fille, on lui a dit les choses, ce qu'elle faisait. Elle a quel âge environ? Oh, elle était peut-être en 6e ou en 5e. Hein. Ils sont intelligents, les enfants. Vous savez, 6e, 5e, il y a ça. Vous le savez, enfin tout le monde le sait. Mais des fois, on a tendance à les infantiliser. Moi, je suis pas comme ça. Non, on leur dit, mais de manière pas violente. Voilà, il se passe ça, et c'est ça qu'il faut que tu vois un meurtre. On leur explique. Et ça se passe très bien. Et pour revenir au meurtre après, la découverte du corps et tout ça, très vite, en lisant un PV d'une policière municipale qui raconte comment elle découvre le corps et tout ça, tout de suite, je me suis dit, l'intuition, j'ai toujours eu cette vision d'une caméra dans la voiture, derrière la voiture des policiers, ouais. Voilà, et on va découvrir le corps comme ça, à travers un pare-brise, enfin tout ça, justement pour être loin, pudique, mais le montrer quand même, parce qu'on ne peut pas faire un film sur Samuel Paty avec un dénouement aussi horrible en ne le montrant pas, parce que ce serait trahir la vérité des faits. Donc il y a un moment, c'est barbare, on est sur on dénonce d'une certaine manière la barbarie, l'extrémisme, etc. Donc il faut le montrer, sinon ça n'a plus de sens. C'est ça, j'allais vous le dire, en fait c'est un peu insoluble comme question, c'est-à-dire que si on ne montre pas la violence, on la minimise, ouais. Si on la montre, on rentre dans le spectaculaire. Exactement. L'équilibre est difficile à trouver. Ça c'est comment on le trouve? C'est instinctif, c'est l'expérience? C'est instinctif, c'est l'expérience, c'est un rejet personnel. Je n'ai aucune fascination pour la violence, donc ça ne m'intéresse pas. Par exemple, les séquences où Anzorov est tué par les policiers, c'est marrant parce que toute l'équipe, on a fait un espèce de truc compliqué, mais dans ma tête, ça ne l'était pas. Je dis, mais pourquoi on a fait une répétition, c'était très bien de faire la répétition, mais avant le tournage, je veux dire quelques jours avant, etc. Mais pour moi, ça ne m'intéressait pas en fait. Et alors, il y avait quelqu'un qui était venu pour éventuellement faire des impacts de balles et tout ça, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Et en fait, on a tourné la scène très vite. Elle est très bien, la scène est très bien, il faut la faire. Mais le côté boum-boum m'intéresse pas. Je l'ai filmé vraiment comme au plus simple, et puis ça marche très très bien. Et en fait, quand je constatais au tournage que je ne m'intéressais pas tant que ça à cette séquence. Et puis après, au montage, je me suis rendu compte que cette séquence, ce qui m'intéressait, c'était la réaction des personnages autour, donc de la principale. C'est les personnages que j'aimais dans le film, leur réaction par rapport à ces scènes. C'est ça qui est monté à la fin. Et par exemple, pour parler cinéma, par un moment, on a peut-être sorti 2 fois une petite grue. Et la grue, c'est tout de suite c'est une manière de filmer cinéma, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup, on fait du cinéma. Et donc, c'est des plans de grue, donc ça se remarque, le spectateur le voit. Enfin, il y a un truc, tout d'un coup, on n'est plus dans le réalisme du film. Tout d'un coup, on se permet des plans de... La caméra apparaît quelque part. Oui, tout d'un coup, elle se met en avant. Et sur ce film, par exemple, il y a 2 fois... Enfin non,
Une fois, on l'a coupé, mais il y en a une où quand il y a ce qu'on appelle la scène on l'appelle la scène de procès, le procès de Paty, on l'appelle comme ça, la scène de tribunal où il est avec tous les autres profs et on a l'impression que c'est comme si c'était son procès. Ben là, c'est une réunion de profs, effectivement, où ouais. Il se fait un petit peu critiquer par d'autres professeurs du collège. C'est très bizarre ce moment parce qu'en fait, on sait que la fille a menti. Mais on continue à lui chercher des histoires, quoi. C'est ça qui est fou dans cette histoire. C'est là qu'elle est absurde, c'est là qu'elle est... Et là, il y a une grue, donc vous utilisez la grue. Et là, il y a un mouvement de grue, mais qui dure, mais c'est un mouvement de cinéma pur et pur. Et là, ça fonctionne très très bien, bizarrement. Pourquoi l'avoir utilisé Parce qu'on voulait montrer la scénographie, ce U, la solennité de cette réunion, dont tous les témoignages racontaient que tous avaient été mal à l'aise avec la mise en scène de cette réunion qui ressemblait à un procès avec Samuel Paty au milieu. Enfin, tous avaient ressenti ça. Donc on voulait le montrer. Et donc il fallait un plan large. Et puis ce plan large, on voit toutes les tables et Samuel Paty tout petit là-bas au bout. Et puis on se rapproche de lui comme ça. Et là, bizarrement, dans un film très réaliste, ce plan fonctionne parfaitement. Parce que c'est en parfaite cohérence avec ce qu'on veut raconter et tout ça. Et c'est très cinématographique. Et on a fait un même genre de plan comme ça plus tard, quand le policier de la SDAT vient découvrir le corps après le meurtre, de nuit, tout ça, avec les gyrophares. On a fait le même plan, et même genre de plan, et ça ne fonctionnait pas du tout. Ça faisait téléfilm. C'est très étrange. Hein. Et là, c'est là que je... Qu'on comprenne bien, c'est-à-dire téléfilm, ça veut dire quoi? Ça faisait téléfilm. Je ne sais pas comment vous dire autrement, ça faisait fake, c'était pas bien, quoi. Ouais. Et donc on a tout de suite, alors qu'on pensait que ce serait un beau plan, parce que là, c'est là qu'on cherche un film, on ne sait pas en fait. Et alors, l'usage de la musique, parce que souvent il y a une sorte de cliché, c'est les violons, vous savez, on sort les violons, c'est même une expression. Comment vous avez réfléchi ça? Est-ce qu'il fallait... Alors il y a un peu de musique, mais elle n'est pas très très présente. Faut trouver... Encore, c'est une histoire d'équilibre, j'imagine? Alors déjà, je suis un compositeur que je connais très bien et qui me connaît, et on se connaît, et du coup c'est un vieux couple, comme mon chef-op, on a fait 5 films ensemble, Nicolas Herrera, le compositeur, on en a fait je sais pas combien, donc il y a un moment, nos cerveaux sont matrixés, sont connectés, on n'a plus besoin de beaucoup se parler, quoi. Et il sait ce que j'aime, il sait ce que j'aime pas, ou alors s'il part dans une... Enfin, en tout cas, et puis en plus, quand on se connaît bien, on peut se parler cash, il n'y a plus de... Voilà, c'est simple de se parler. Et puis après, pareil, on découvre la musique. Enfin, j'imagine qu'il y a une discussion en amont. Bah, très peu. Ah oui? Très peu, on se connaît tellement. Vous savez, à un moment, quand on connaît tellement les gens, et puis quand on a fait tellement de films ensemble, à un moment, on se parle peu, en fait. Ou en tout cas, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il peut y avoir des désaccords, peut-être sur... Non, il n'y a aucun désaccord. Mais surtout, sa musique était très juste. Il l'a écrite à l'aveugle, hein, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé en montage il avait vu peut-être un peu les rushs, mais il n'avait pas vu le film monter du tout. Il nous a envoyé les musiques à l'aveugle. Et en fait, ces musiques rentraient dans le film. Des fois, elles ne rentraient pas. Et là, on lui disait attention, ça ne rentre pas, au tout début du montage. Mais après, très vite, elle rentrait. Et puis après, on travaille un petit peu sur certaines séquences. Mais très vite, son mood fonctionnait avec le film. Quand on est en montage, on a toujours tendance à en mettre un petit peu trop. Et un peu trop de musique, parce que ça nous rassure, parce qu'on est inquiet, parce que le film n'est pas encore là. Donc on a tendance à... Et puis au fil du film, on a beaucoup éliminé la musique, en fait. On a commencé à redonner... Enfin, on avait confiance dans le film, on avait fait des projections, on avait vu comment ça fonctionnait. On s'est dit, bon, maintenant, j'ai senti ça, comme toujours ce truc de recherche. En fait, je dis maintenant, on va commencer à soustraire, on va commencer à en enlever. Et j'ai vraiment sous-mixé la musique. Souvent, elle est là, mais très très peu. Des fois, on l'entend pas, pour pas qu'il y ait d'artifice. Pour qu'elle est là, elle sert, elle participe à donner l'émotion qu'on veut, mais on l'entend à peine. Elle n'est pas perçue par le spectateur, mais alors qu'elle est là. Mais c'est vers ça qu'on est allé, sauf vers la fin, où il y a des moments où la musique est pleinement assumée. Et par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Il y a la scène où on découvre le corps. On avait monté comme on pensait qu'elle devait être montée. Et on la regarde, donc l'après-meurtre, hein, le moment où on découvre le corps jusqu'au moment où on voit la salle de classe de nuit. Voilà. Et on appuie sur le bouton, on la regarde. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Et là, je dis à la monteuse, je ne vois pas comment monter autrement, mais c'est un constat. Ça va pas du tout, quoi. Donc demain, je sais pas comment on va faire, mais ça va être du boulot. Et je dis, j'ai l'impression que la solution viendra par la musique. Et c'était 17h, fin de journée de montage, j'en ai crevé. Hein. Et là, elle va chercher les musiques de Nicolas, elle va chercher ces petits booms qu'on entend, boum, boum, boum.
presque un peu bourrin, entre guillemets, hein, et elle commence à placer ça dans ce qu'on avait déjà fait. Elle met les 5, 6, 7, 8 petits booms comme ça, qui dramatisent, qui maintiennent une tension, si j'essaie d'analyser après coup. Et elle le met comme ça, un peu vite fait. Elle appuie sur le bouton. On regarde, et ce qui ne fonctionnait absolument pas 5 minutes avant, tout d'un coup, se met à fonctionner parfaitement. Et en fait, on n'a pas changé le montage, on a juste... la solution, c'était la musique. Elle s'est passée par la musique, et par la musique de Nicolas, qui nous avait fait ces boum boum boum. Mais d'où sortent ces boum 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 dans sa tête? Pourquoi il nous a mis ça là? Et puis, en fait, c'est ce qui a complètement solutionné le... C'est étonnant, on avait besoin de quelque chose qui tendait encore alors que le meurtre avait déjà eu lieu. C'était ça l'ambiguïté, la difficulté de cette scène. Et ça a été maintenu, ça maintenait ces booms maintiennent une tension. Et parce qu'un film, faut tenir le spectateur en permanence, faut l'avoir avec nous tout le temps, on ne peut pas se permettre de redescendre, il y a du cinéma partout, tout le temps, et par des petites décisions comme ça, parce que le montage, il était bon, en fait. Parlons du début du film. Le début du film, en fait, c'est un peu une sorte de teaser de la fin du film. C'est-à-dire qu'on voit Samuel Paty qui marche comme ça dans son collège et on sait, parce qu'on connaît l'histoire réelle, qu'il va vers sa mort d'une certaine façon. Est-ce que ça, c'était un choix dès le départ du scénario? Ça a toujours été le début du film? Pourquoi vous l'avez construit comme ça? Ça, je dis toujours, la première scène, on la trouve que quand on trouve la première scène que quand on a trouvé la fin du film. On ne peut pas trouver la première scène au début, quand on écrit un scénario. J'en ai parlé avec le compositeur, d'ailleurs, lui c'est pareil, il dit moi je peux pas, la musique de cette séquence, il ne l'a trouvée qu'en fait en passant sur tout le film, puis tout d'un coup, et scénaristiquement c'est pareil. Le premier scénario, je reconstituais l'histoire, et puis à un moment quand je fais un deuxième passage, tout d'un coup ça jaillit parce que c'est du cinéma assumé, c'est-à-dire tout d'un coup on n'est pas dans le réalisme, on est là, tout d'un coup c'est une scène de cinéma, on est dans la tête. Il y a une voix off. Il y a une voix off, on est dans la tête de Samuel Paty. C'est vrai que c'était un personnage, comme je vous le disais, qui finalement était très peu expansif sur ses problèmes, c'est quelqu'un de très discret, très pudique avec sa famille, etc. Du coup, j'avais envie de l'entendre, et je sentais, et ça donne, ça lui, je sais pas, tout de suite, ça donne une fragilité, tout de suite, ça donne une tension. Il dit qu'il n'est pas un héros, mais Ouais. qu'il a envie que sa vie ait un sens. J'ai jamais rêvé d'être un héros, mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé. Ouais, mais ça, il le disait vraiment. Je ne me suis pas permis de l'inventer. Alors évidemment, il n'a jamais dit ce que je lui fais dire dans la première séquence, parce que c'est une séquence où il est déjà mort. Donc évidemment, on ne peut pas... mais en tout cas, ça m'est venu, mais je me suis permis de le faire parce que j'avais tellement lu sur lui qu'à un moment, on est presque dans sa tête. Et à un moment, j'ai demandé à Michael Paty, Michael, t'en penses quoi de cette séquence? Elle m'a dit, mais non, mais elle n'était pas du tout gênée. Vous voyez, alors que... Sa sœur, hein, oui, sa sœur, Michael bien. Paty, m'a dit, non, ça lui ressemble, quoi. Il n'y a rien de... Non, et puis moi, en la revoyant 250 fois, je ne vois pas où est le... Mais c'est une audace, on va dire, scénaristique, et c'est le seul pas de côté par rapport à l'hyper-réalisme de tout le reste du film, mais j'en avais besoin. Et c'est aussi pour une pensée positive, pour développer quelque chose de positif dans ce film. C'est-à-dire j'avais besoin de souligner ça. C'est qu'il disait qu'il avait envie que sa vie serve à quelque chose. La petite gamine à la fin du film lui dit oui, votre vie elle sert à quelque chose. Et ça donne un peu de, vous voyez, ce que je veux dire, de pensée positive. Ce discours de la petite fille à la fin, ouais. C'est vous qui l'avez rajouté ou ça existe vraiment? Elle a vraiment tenu ce discours? Il y a eu plein d'hommages partout, et Michael Paty avait retrouvé dans son livre, il y avait ce petit texte écrit par une jeune fille, une ancienne élève de Samuel Paty. Et on l'a pas retrouvée, on n'arrivait pas à la retrouver, on ne savait pas où elle était, on n'arrivait plus à la retrouver. Et donc du coup, je l'ai un peu remodelée, mais c'était assez beau. Enfin, c'est toujours pareil, hein, s'inspirer du réel, c'est formidable, quoi. Et cette lettre était très émouvante, évidemment, c'était une élève de Samuel Paty. Et finalement, on a fini par la retrouver, et elle a vu le film. C'est marrant, hein, moi j'adore ce genre. Et elle a vu le film, elle nous a dit, il était un petit peu plus sévère que ça quand même. Et puis à la fin, elle a dit, mais non, mais quand même, c'est lui. Non, c'est lui. Enfin, voilà. Le choix d'Antoine Reinhardt dans le rôle de Samuel Paty, est-ce que c'était le premier choix? Comment c'est venu? Alors c'est venu très simplement. Non, c'est venu très simplement. On lui a proposé.
Je crois qu'il a répondu tout de suite. Ça s'est fait très très vite, très simplement. Les... Et les discussions sur son rôle, ça tournait autour de quoi? En fait, j'ai plein de personnages, j'ai plein d'acteurs, et chaque acteur se soucie de son personnage. Notre source, c'est le scénario. Donc, à partir du moment où le scénario est écrit, c'est le scénario qui commande, en fait. C'est pour ça que les lectures sont importantes, parce qu'ils vont être commandés c'est ça qui va donner le... Et eux, après, ils s'engouffrent dans leurs personnages, dans leur dialogue, à travers les scènes, etc. Ils s'engouffrent là-dedans, et là, c'est leur imaginaire qui... Il y a un moment, vous dirigez les acteurs aussi. Mais c'est eux qui se dirigent en premier, ils sont dirigés par le scénario, et vraiment, je ne sais pas de la modestie et tout ça, c'est qu'à un moment, et moi j'ai 90 rôles, c'est-à-dire et à un moment, chacun arrive, enfin, quand vous avez des scènes où il y a vous voyez, la scène de ce qu'on appelle le faux tribunal, et vous avez 45 acteurs là, qui sont là, des figurants aussi, mais il y a quand même tous les acteurs, chacun est autonome, sinon vous ne pouvez pas dire à chaque acteur comment tu dois dire les choses, etc. Il y a un moment, la musique, elle vient de... C'est eux qui font c'est de l'imaginaire des acteurs. Les acteurs ont un imaginaire, et à un moment, ils prennent en charge leur personnage et ils sont complètement autonomes. Et c'est ce qui s'est passé. Et Antoine, j'ai senti même qu'il y a un moment, il voulait être tout seul avec son personnage. Vous voyez, il a fait ses petites affaires avec Michael Paty, il l'a rencontré. Enfin, vous voyez, il fait son propre... il a besoin de ça. Moi, il faut les laisser libres, parce qu'ils sont prisonniers du scénario, de toute façon. Donc le reste, il faut leur laisser... Et c'est là que ça peut devenir vraiment intéressant, qu'ils se projettent, ils sont autonomes, ils se mettent en scène, ils font vivre leur personnage. À la fin du film, on voit le vrai Samuel Paty. Il y a un fondu entre Antoine Reinhardt et le vrai Samuel Paty. Ça, c'était important pour vous qu'on le voit? Ah, mais cette photo, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît cette photo. C'est la seule trace de Samuel Paty, cette photo. C'était logique. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était une évidence, quoi. Et bien sûr, de ramener le film à lui, bien sûr. Je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. C'est là. Si vous voulez, c'est pas un film hommage. Moi, je pense pas que c'est un film hommage. C'est un film. Nous, on raconte son histoire, mais on la raconte du mieux qu'on peut, avec le plus de pudeur, Enfin, vraiment, on a vraiment essayé de faire au mieux. Et en faisant au mieux notre travail de faire un film de cinéma qui raconte son histoire, ça devient un hommage. Le film s'appelle L'Abandon. Ça a toujours été le titre? C'est le seul truc que j'ai pas écrit, c'est le titre, que je ne sais même pas d'où il sort. Et c'était des documents que les producteurs avaient envoyés, je sais pas où, et il y avait ce titre, L'Abandon, et on l'a jamais enlevé. On n'en a jamais trouvé de meilleur. Parce que ça dirige la lecture du film, L'Abandon. C'est qu'effectivement, c'était un professeur qui a été abandonné, et le système est un peu mis en cause. Alors évidemment, les torts sont partagés, c'est très complexe. Exactement. Non, c'est pas à charge. Alors évidemment, quand les gens du ministère de l'Éducation nationale viennent voir le film, ils disent L'Abandon, ils disent c'est nous. Puis après, les gens du ministère de l'Intérieur, ils voient le film, et L'Abandon, c'est nous. Enfin, il y a un truc d'ego comme ça, c'est nous. Mais non, je dis, voyez bien, c'est tout le monde. L'abandon, il est partout. Il est partout dans le... je pense que c'est plus ça fait écho plus à ce qu'a dû ressentir Samuel Paty. Il s'est senti abandonné, ça paraît évident. Oui. Il y a une espèce d'abandon général, hein, même s'il y a des gens qui le soutiennent, même si c'est ça qui est beau dans le film, c'est qu'il est soutenu, mais il est un peu, comme on l'est tous, un peu seul face à ses problèmes quand on en a, même s'il y a de la solidarité, tout ça. Mais il y a eu aussi plein de failles, évidemment. Hein. Aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça. Hein. Je veux dire, moi, j'ai souvent employé la métaphore des catastrophes aériennes. Vous savez, quand il y a une catastrophe aérienne, c'était un échange que j'avais eu avec Michael Paty, quand il y a une catastrophe aérienne, on met toutes les pièces dans un hangar et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Nous, c'est vraiment ce que fait le film. Et évidemment qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Tout le monde a examiné ce qui s'était passé et a compris les erreurs. Et évidemment qu'aujourd'hui, un prof, une histoire similaire se passerait. C'est d'ailleurs arrivé. Les réactions sont totalement différentes. Ils sont beaucoup plus alertes, beaucoup plus... ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui, y compris au niveau police. Donc là, le film est fini, il sort, il est à Cannes, au Festival de Cannes, il sort en salle. Comment vous appréhendez cette sortie? Je me pose la question, est-ce que vous avez aussi une peur de récupération politique du film? Non. Évidemment qu'il y aura, on ne maîtrise pas, enfin Internet, vous connaissez mieux que moi, hein, on maîtrise les réseaux rien, sociaux, on maîtrise rien, mais je pense que le film, il est tellement, non, il est tellement, par lui-même, le film coupera à ce genre de polémique, je pense, parce que le film, il n'est pas comme ça. C'est pas un film, au contraire, c'est un film vraiment
qui rassembleur. Je vous dis, c'est la France du milieu, c'est cette France mélangée qui agit ensemble. Enfin voilà, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Et en plus, on a vraiment, enfin déjà, c'est pas mon envie à moi. Et c'est vraiment ce que j'avais dit à tous ces enfants quand ils venaient jouer dans le film. J'avais fait une lettre vraiment dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, le film, il parle tout seul. Hein, vous savez, je pense que du coup, il ne se prêtera pas facilement. Les gens qui polémiquent sur le film, ils ne l'ont pas vu. Le film, il va parler tout seul. Et le fait d'être à Cannes, vous savez, Cannes, un peu les paillettes, le tapis rouge, il y a un décalage ou au contraire, ça permet qu'on parle du film? Comment vous le vivez, le fait d'être... Moi, je pense que c'était hyper important que le Festival de Cannes le montre. C'est un hommage, c'est le plus grand festival du monde de cinéma. On avait besoin de ça, le film il avait besoin de ça, parce que c'est un film qui peut faire peur. Le film et je trouve que le tapis rouge, pour ce film, c'est important, parce que ça va le rendre... il a besoin de ça, il a besoin de cette vitrine et puis de cette caution de cinéma aussi. C'est un film de cinéma. Je pense que ça... Alors moi, je suis évidemment je suis à la fois excité et très inquiet, comme toujours, quand on sort un film. C'est un mélange des deux. En plus, on est à Cannes le jour où le film sort. Donc c'est là que les chiffres arrivent, donc on a envie que les gens le voient. Enfin, même si on sait que c'est un film qui va être sur au long cours, parce qu'il va être montré dans les collèges et les lycées en septembre, en octobre. Donc on sait que c'est pas un film qui va disparaître au bout de 3 semaines. C'est un film qui va rester par l'essence même du film. Mais non, moi je suis enfin, je pense que ça va être une soirée incroyable. Ça va être, parce que le film est émouvant et il y aura 2400 personnes dans cette salle qui ne savent rien du film. Nous on sait, mais vous l'avez vu. Mais ils vont découvrir ce film. On connaît l'impact qu'a ce film et ça sera, je pense vraiment, c'est ce qui, enfin, et même la famille Paty est sensible à ça. On s'est rendu compte de ça en parlant avec les gamins du film. C'est qu'en fait, ils font chaque année 1 minute de silence dans le collège ou dans le lycée sur Samuel Paty. Ils ne savent même pas qui c'est, ils ne savent rien sur son histoire. Et ça, c'est quand même... parce que cette histoire a été refoulée. Et puis les profs ne sont pas très à l'aise, sans doute, pour rentrer dans le développement de cette histoire. Et ce film, il permet ça. Il permet que cette histoire reste.